Cette suite était-elle réellement nécessaire? Cet opus supplémentaire était-il à la hauteur de son prédécesseur? En quoi ce nouveau volet embellit-il ou discrédite-t-il l'ensemble de la saga? Voilà une esquisse de mes interrogations à l'origine de cette analyse. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Métaphore-moi ça. Tout récemment est sorti le trailer de l'adaptation cinématographique d'un livre m'ayant marqué. Et pour cause, il s'agit d'une œuvre du mondialement connu Stephen King. L'œuvre en question s'intitule Dr. Sleep, ou Dr. Sleep en français. Sorti en fin d'année 2013, l'histoire de cet ouvrage fait suite aux événements ayant eu lieu dans Shining, un roman qui a d'ailleurs eu droit aussi à son adaptation au cinéma par le réalisateur Stanley Kubrick. Mais il faut rappeler que Shining a été publié en 1977. Alors pourquoi une suite si tardive? Pourquoi raconter la suite de l'aventure maintenant? M'est alors venu un autre questionnement. Quel est le véritable objectif d'une suite? Plus de 30 ans après le premier tome, le public attendait-il vraiment une suite? Stephen King cherchait-il à satisfaire ses lecteurs? Ou avait-il quelque chose à raconter? Quelque chose de si essentiel qu'il lui semble nécessaire d'exhumer une œuvre de son passé glorieux. Il existe deux sortes de suites. Celles prévues en amont, comme c'est le cas du Seigneur des Anneaux de Tolkien par exemple, et celles qui n'étaient aucunement prévues, dont Dr. Sleep fait indéniablement partie. Dans ce deuxième cas de figure, il est souvent difficile pour le créateur de ne pas décevoir son public. Et il est évident que King savait dans quelle galère il s'embarquait. Pour moi, il en a même joué, à tel point que cette idée devienne l'un des thèmes principaux de l'œuvre. Son public voulait retrouver le petit Danny Torrance de Shining. Eh bien, King leur a offert une suite des plus surprenantes. Mais cessons de tergiverser. Plongeons dès à présent dans cette analyse de Dr. Sleep et commençons par le message le plus visible de cette histoire, briser les chaînes de son héritage. Dr. Sleep ne reprend pas réellement l'histoire là où Shining l'avait arrêté, puisque le petit Danny a bien grandi. Réchappé de l'infernal hiver dans l'hôtel de luxe nommé l'Overlook, où Danny a vu son père sombrer dans la violence, l'alcool et la folie, avant de mourir, le garçon reste traumatisé. Malgré l'aide de Dick Hallorann, un personnage du premier tome, Dan a du mal à résister aux démons qui l'assaillent à cause de ses pouvoirs psychiques. D'ailleurs, voilà un autre point sur lequel King peut surprendre avec cette suite. Alors que dans Shining, toute cette histoire de folie, de pouvoirs psychiques, d'apparitions démoniaques, pouvait s'expliquer par une hallucination collective due à l'enfermement prolongé, au stress ou simplement à de l'imagination débordante, Dr. Sleep établit d'emblée la véracité de ces aspects paranormaux. Nous retrouvons donc Dan Torrance, adulte et rongé par les mêmes travers que son père. L'alcool apparaît une nouvelle fois pour le personnage comme un refuge pour oublier, pour se protéger de ce qu'il sait, pour étouffer son don psychique, don qui est appelé en anglais le Shining. Voyageant sans cesse et incapable de se fixer, Dan atterrit à Frazier, une petite ville du New Hampshire. Grâce au concours de son nouvel ami Billy Freeman, Dan se met à participer aux réunions des alcooliques anonymes et parvient à maîtriser son penchant nocif. Il intègre même le personnel de l'hôpital de la ville en tant qu'aide-soignant. Dans cet hospice, et grâce à son pouvoir, il aide les patients mourants à s'endormir à jamais. C'est d'ailleurs de là qu'il acquiert son surnom, Dr. Sleep. Hormis Dan, l'histoire comprend un second protagoniste, une adolescente du nom d'Abra Stone. Elle maîtrise le Shining, à l'instar de Dan, mais elle surpasse largement en termes de puissance. Par inadvertance, mais cela sera expliqué plus logiquement en aval dans l'histoire, elle crée un lien télépathique avec Dan. Leurs discussions sont d'abord anodines, mais rapidement, elles vont devenir essentielles à la survie de l'adolescente. En effet, pris pour cible par les grands antagonistes de l'histoire, elle va avoir besoin de l'aide de Dan pour les combattre. Et ces antagonistes, qui sont-ils? Ce sont les membres d'une famille, comme ils aiment se nommer, bien qu'il s'agisse davantage d'une secte, qui parcourt le pays en camping-car. Répondant au nom du True Knot, ou du Nevray en français, cette secte est composée d'immortels au pouvoir psychique qui se nourrissent du Shining des enfants pour vivre éternellement. Le processus pour drainer ce don est d'ailleurs assez glauque, puisque les membres de la secte torturent les enfants jusqu'à ce que s'évapore une vapeur. C'est avec cette dernière que se sustentent ceux du Nevray. Durant ce voyage rédempteur pour l'un et initiatique pour l'autre, Dan et Abra apprendront qu'un vrai lien de parenté les lie, puisque le premier est l'oncle de la seconde.
Cela explique sûrement pourquoi Abra a pu joindre Dan sans le connaître au début de l'histoire. À la fin du récit, Dan Torrance célèbre ses 15 ans de sobriété et participe au 15e anniversaire d'Abra. Dan, au travers d'une anecdote sur son grand-père et sur son père, la met en garde contre le cycle de la violence qui anime leur famille. Car oui, les thèmes qui arpentent ce Dr. Sleep concernent le cycle, l'hérédité, l'héritage. En effet, pareil à Dan qui plonge dans les mêmes mots que son père, Dr. Sleep traite des mêmes sujets que Shining, la famille, l'alcoolisme, la folie. La vie est une roue, son seul boulot c'est de tourner, et elle revient toujours à son point de départ. Mais, à contrario de nous raconter la chute de Dan, qui aurait pu paraître logique, nous assistons à sa remontée du gouffre. Et, tandis qu'il s'établit en mentor, guide, compagnon pour Abra, cette dernière le sauve en lui fournissant un but, une personne à protéger, une famille. Il s'agit donc moins du cycle que du brisage de ce même cycle dont nous parle Stephen King dans son roman. Voilà qui explique les changements entre Shining et Dr. Sleep que nous avons relevés plus tôt. Si King aborde ce sujet dans le scénario même, il le fait également dans la construction de l'ouvrage. Quitter ce surnaturel flirtant avec de simples hallucinations pour rejoindre une aventure fantastique assumée, délaisser les démangeaisons claustrophobiques de l'hôtel Overlook pour s'ouvrir au voyage et aux routes américaines sans fin, créer un ennemi en dehors de la famille plutôt que le faire naître en son sein, laisser l'adolescence à un autre personnage plutôt qu'à Dan Torrance, et tant d'autres. Néanmoins, il existe une dernière grosse différence entre Shining et Dr. Sleep, et j'aimerais m'attarder dessus puisque cela me semble essentiel. Dans ce second roman, l'horreur implacable de Jack Torrance, le père de la famille du tome 1, a été supplantée par une horreur qu'il faut affronter. Ainsi, engageons-nous dans une analyse approfondie de ces campeurs suceurs d'âme et voyons en quoi ils s'établissent en antagonistes du message de King. Le Nevray est décrit comme une menace ambulante, notamment via ce concept de baroudeur en camping-car, mais aussi comme une menace persistante et omniprésente. Persistante, car grâce à la vapeur des enfants, les membres du Nevray ne vieillissent plus, et omniprésente, car ils disposent de moyens financiers et matériels considérables. Le terrain sur lequel l'hôtel de l'Overlook se trouvait leur appartient, par exemple, comme pour nous signifier que ce mal est partout, dans notre passé, notre présent et notre avenir. Cet aspect a d'ailleurs rebuté bon nombre de lecteurs assidus du Maître de l'Épouvante. Alors que la plupart de ces histoires avancent, telles des funambules, sur une fine corde de subtilité au-dessus de notre subconscient, Dr. Sleep installe une lutte manichéenne des plus épiques. L'antagonisme de cette histoire est composé de sectateurs qui intègrent de nouveaux membres lors de cérémonies occultes. Alors oui, nous ne faisons pas face à de la subtilité. Pourtant, malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune analyse qui ait fait l'effort d'aller chercher au-delà de cet aspect grand vilain monofonction. Alors, hasardons-nous dans cette forêt métaphorique encore vierge et progressons pas à pas. Dans cette appellation Nevray ou True Knot, il nous faut étudier la notion de nœud et sa symbolique. En premier lieu, cela s'explique par le fait que les sectateurs se considèrent comme une famille dans laquelle seuls les plus dignes peuvent entrer. Ils sont noués par un destin commun, une malédiction commune, pourrions-nous même oser. Mais de par leur immortalité et leur désir de rester vivants et jeunes éternellement, nous pouvons voir ce nœud comme une attache au passé, une encre mouillée dans la mer du temps qui les empêche de penser, voir et avancer au présent. Le mot « true », quant à lui, peut être traduit par « vrai », choix qu'a fait la traductrice, mais également par « authentique »,« véritable »,« fidèle », comme si tout ce qui venait après ou d'en dehors n'en était pas digne. En psychothérapie, science qui englobe l'ensemble des soins apportés aux personnes souffrant de problèmes psychologiques, le nœud représente le blocage, la cristallisation des énergies psychiques. Il s'agit, dans ce cas-là, de l'exact opposé de la définition que nous pouvons donner du Shining, qui est l'exploitation, l'extériorisation d'une grande énergie psychique. En outre, le nœud est lié à la corde, qui est elle-même liée au symbole du serpent, et plus précisément du serpent qui se mord la queue. Parler de serpent n'est pas anodin, car la dirigeante du Nevray est dotée d'un croc semblable à celui d'un serpent qui lui permet d'aspirer les vapeurs du Shining. Le serpent qui se mord la queue est donc le symbole du cycle, de l'héritage, de l'infini ou même de l'immortalité. Tant de notions que nous avons déjà évoquées. Ainsi,
Au-delà d'être des chasseurs d'enfants, les membres d'une œuvrée pourraient incarner l'héritage douloureux dont doivent se départir Dan et Abra. Vaincre ces ennemis-là serait un miroir du fait de briser ces chaînes. True Knot peut aussi être traduit littéralement par vrai nœud. Nous utilisons cette notion, que ce soit en français ou en anglais, pour parler d'un nœud du cordon ombilical dans le ventre de la mère. Cette anomalie cause l'asphyxie et, dans le pire des cas, la mort du fœtus. Métaphoriquement, nous pouvons y voir ici le reflet d'une idée détruite avant qu'elle n'ait le temps de germer, comme ces enfants privés de leur Shining, puis assassinés. Beaucoup, en lisant Dr. Sleep, ont comparé ces suceurs de Shining à des vampires, et à raison. Si le Shining représente l'énergie psychique et que le nœud vrai est composé de vampires, il devient évident que King veut nous parler d'un type de personnes, les vampires psychiques. Aussi appelés personnes toxiques, les vampires psychiques pompent l'énergie d'autrui sans en donner en contrepartie. Ils peuvent être n'importe qui, famille, amis, collègues. King fait d'ailleurs honneur à cette idée en faisant de ces vampires des personnes lambda, sorte de campeurs nomades. Les vampires pompent l'énergie de leur entourage parce qu'ils ne sont pas capables de la fournir eux-mêmes. Mais pourquoi sont-ils dépendants ainsi ? Stéphane Clerget, le psychiatre à l'origine du terme, nous dit ceci. Ils sont incapables de se cultiver, ils manquent d'idées, ils manquent de compétences. Un dernier aspect de ces adversaires me semble intéressant à développer. Il s'agit du rituel qui leur permet d'intégrer la famille. En langue originale, King parle de turning, et il a été choisi de traduire le terme par retournement. Ainsi, ces termes désignent quelque chose qui tourne, quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme. Nous pouvons parler d'un tournant, d'un virage, un virage vers le passé. Ce retournement, ou retour à la vie, n'est pas sans rappeler un autre type de créature mythique, les revenants. Morts-vivants ou zombies, les membres d'une œuvrée ne sont plus que des carcasses vides, des reliquats du passé. Pour corroborer mes affirmations, voici des déclarations de certains membres d'une œuvrée. Il y a 50 ans, on avait tout. Pétrole, bêtes sauvages, terre arable, air pur. On avait même quelques politiciens honnêtes. On avait plus de bonnes vapes autrefois. En voilà seulement 2. Rien ne sert d'appuyer davantage, car je pense que vous voyez où je veux en venir à présent avec toutes ces explications. La nature des membres d'une œuvrée doit vous sauter aux yeux. Ce sont des nostalgiques. Mais nous foulons déjà le territoire de la prochaine partie, alors lançons-nous sans plus attendre dans cette ultime partie et voyons comment Stephen King nous narre un combat, non du bien contre le mal, mais de la créativité contre la nostalgie. Avec les notions tant appuyées du regard tourné vers le passé, de l'immortalité, de ce nœud qui soude mais retient, King fait d'une œuvrée un avatar de la nostalgie. La nostalgie est un sentiment que tout le monde a déjà connu. Un regret, un manque, un besoin, que ce soit d'une personne, d'un lieu ou d'un souvenir associé à des émotions agréables et positives. Une nostalgie générale frappe le monde de la création depuis plus d'une dizaine d'années déjà. On voit une kyrielle de remakes de films, de remastered de jeux vidéo, d'adaptations sur d'autres supports, de livres et de bandes dessinées. Cette nostalgie s'est généralisée au niveau mondial. C'était mieux avant devient un véritable argument derrière lequel certains font du profit et d'autres s'abritent, se cachent. Regarder vers le passé, à l'instar des membres d'une œuvrée, est devenu coutume et le passéisme prend le dessus sur d'autres philosophies de vie. Le dictionnaire Larousse nous dit du passéisme qu'il s'agit d'une attitude de repli sur des valeurs du passé, empreintes de nostalgie. C'est donc l'idée d'âge d'or, d'un passé idéal dont parle d'ailleurs le Neuvray. Cependant, la nostalgie dévore, littéralement dans Dr. Sleep, la créativité et la culture de demain. Il est établi que la créativité est simplement la capacité à voir les choses, à savoir les connecter entre elles. La créativité décrit donc la capacité d'un individu à imaginer et à mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, ou à découvrir une solution originale à un problème. Dans ce processus de créativité, l'individu témoigne par conséquent d'imagination. Cette dernière est, quant à elle, la fonction par laquelle l'esprit évoque, voit ou se représente, sous une forme sensible ou concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une expérience directe. Il s'agit précisément de la définition que donnent Abra et Dan de leur Shining. L'imagination est évidemment à l'origine de toute création artistique.
Dans son histoire, Stephen King explique que le Shining est très puissant lorsque son possesseur est enfant, puis s'étiole tandis que l'enfant grandit, vieillit, tel un reflet de l'imagination et de l'âme d'enfant qui périclite au rythme des années passantes. Mais cette imagination, cette créativité, est mise à mal à cause de la nostalgie. Voilà pourquoi ces ennemis incarnant la nostalgie portent le nom d'une anomalie pouvant causer la mort du fœtus. Voilà pourquoi ces suceurs de Shining sont apparentés à des vampires psychiques. Le Nevray est un ennemi anti-créativité, anti-création. Cela est d'autant plus visible durant le combat final. Dan, entouré de ses amis qui l'ont aidé à sortir de l'alcoolisme, et donc, symboliquement, à briser les chaînes de l'héritage et à se libérer de son passé, affronte le Nevray. Ce combat, durant lequel Abra vient soutenir Dan psychiquement, a lieu sur l'ancien emplacement de l'hôtel Overlook. Et encore une fois, la jeunesse, représentant l'imagination, vient au secours du protagoniste qui affronte son passé douloureux et la nostalgie personnifiée. Laissez-moi vous lire un extrait sur lequel s'arc-boute mon discours. Il s'agit d'une conversation entre Dan et Abra, alors qu'ils se trouvent tous deux dans la tête de Dan, au sein d'un souvenir de sa chambre de l'hôtel du premier tome. Abra déclare « J'aimerais qu'on puisse rester ici, on s'y sent bien, en sécurité. À part ces trucs-là. » Abra désignait les portes-fenêtres et leurs longs panneaux vitrés. Elle dégage une impression différente. Elle lui lança un regard presque accusateur. Elle n'y était pas avant, hein, quand tu étais petit. Non, ma chambre n'avait pas de fenêtre et la seule porte donnait dans l'appartement du gardien. J'ai modifié ça, il le fallait, tu comprends pourquoi. Elle le dévisagea, les yeux graves, parce que c'était autrefois et que maintenant c'est aujourd'hui, parce que le passé n'est plus, même s'il définit le présent. Dan sourit, je n'aurais pu mieux dire. Ce dialogue, qui est extrait de la toute fin de l'histoire, répond avec brio au Dan désespéré et alcoolique du début. Le monde était l'hôtel Overlook, où la fête ne finissait jamais, où les morts vivaient pour l'éternité. Dan porta la bouteille à ses lèvres. C'est un Dan repenti, après avoir vaincu ses ennemis, qui dira ceci devant les autres membres des Alcooliques Anonymes. À propos du fait que nous ne regretterons pas plus le passé que nous voudrons l'oublier. Pardonnez-moi de vous le dire, mais je pense que c'est l'une des rares conneries dans ce programme plein de vérité. Je regrette beaucoup de choses, mais il est temps pour moi de m'en libérer, même si je le fais en traînant les pieds. Dans cette scène-là, Dan parle de l'alcoolisme et de ses erreurs durant sa période de débauche, mais le message a une portée beaucoup plus large en vérité. Il est normal de regretter le passé, que ça soit pour des bonnes choses, par nostalgie, ou pour des mauvaises, par remords comme Dan ici. Mais dans les deux cas, il faut laisser le passé s'en aller, ne pas le garder en soi, pour mieux avancer. Il est d'autant plus compréhensible que King veuille délivrer un tel message quand on sait qu'il a écrit Shining pendant ses propres années d'alcoolisme. C'est donc un message personnel, Dan s'en sort comme King s'en est sorti, et il refuse de glorifier le passé, d'envoyer un message nostalgique qui cristallise la créativité. Peut-être est-ce une réponse à son public qui l'a incité à écrire une suite aux aventures de Dan. Peut-être est-ce une réponse à lui-même, à sa propre créativité, qui l'a poussé à imaginer une suite. Peut-on y voir un appel anti-suite? Le roman Dr. Sleep serait-il une suite anti-suite? Cela expliquerait pourquoi ce tome 2 change de registre par rapport à Shining, pourquoi King délaisse la peur claustrophobique pour s'en aller parcourir l'Amérique dans un roman de quasi-héroïque fantasy. Pourquoi tant de lecteurs ont été surpris, déroutés par Dr. Sleep. Un appel anti-suite, hein? Non, ce serait aller trop loin. Je pense plutôt que King invite à la suite qui ne se repose pas entièrement sur le passé, pas uniquement sur ce qui a déjà été accompli par ses prédécesseurs. Il invite à la suite sans paresse, à la suite qui ne se nourrit pas des autres œuvres pour vivre et exister. King invite à la suite créative. « Je n'ai pas peur de l'enfer », déclare un personnage aux portes de la mort. « J'ai vécu une vie honorable, et de toute façon, je ne pense pas qu'un tel endroit existe. J'ai peur qu'il n'y ait rien. Il n'y avait rien avant, nous le savons tous. Alors, est-ce qu'il ne serait pas logique qu'il n'y ait rien après ? Mais il y a quelque chose, répond Dan. Nous ne finissons jamais vraiment. Je ne sais pas comment c'est possible, ni ce que cela signifie. Je sais seulement que c'est vrai. Je partage ce dernier extrait avec vous, car il reste une énigme, une source de questions pour moi. Il paraît évident que Dan parle d'un autre monde, puisqu'il ressent et voit des esprits grâce au Shining. Mais n'est-il pas en train de parler de lui en tant que personnage de roman ? Nous ne finissons jamais vraiment.
bien que toute l'œuvre ne soit qu'une lutte acharnée contre la nostalgie, le remords et la paresse créative. Cette phrase n'est-elle pas un ultime rappel de ce pourquoi sont faites les créations artistiques et l'imagination? En tout cas, mon analyse de Dr. Sleep se termine ici. Passons dès à présent à la conclusion de cette vidéo et voyons ce que nous pouvons en retenir. Dr. Sleep n'est clairement pas le plus apprécié des romans de Stephen King. Pourquoi? Parce que les lecteurs attendaient la suite de Shining, qui leur avait laissé un incroyable souvenir, et qu'ils ont eu un roman critiquant ce cocon réconfortant qu'est la nostalgie. En plus d'avoir travaillé une intrigue qui se déroule tambour battant, qui s'enfonce au plus profond des enfers dans un Styx au Roland d'alcool, pour émerger dans une lutte quasi héroïque, Stephen King a poussé des messages très forts sur le plan artistique. Dans cette vidéo, je n'ai pas vraiment rendu hommage à la qualité de l'intrigue, me concentrant uniquement sur sa symbolique, mais je suis sûr que vous trouverez d'autres articles ou vidéos traitant plus en profondeur du scénario de Dr. Sleep. J'espère que Stephen King vous aura convaincu et que vous n'aborderez désormais plus une suite avec la même nostalgie du passé. À l'instar de Dan Torrance, brisez les chaînes qui brident votre vision des romans, des jeux ou des films, et accueillez la créativité avec des yeux nouveaux, parce que c'était autrefois et que maintenant c'est aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse avec votre âme d'enfant, votre imagination ou votre Shining, appelez cela comme bon vous semble. Merci de m'avoir suivi, c'était Métaphore-moi ça.